Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans le journal de 19h de Public Sénat. Toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le procès de Jacques Chirac s'est donc ouvert, mais sans lui, ses co-prévenus étaient eux présents dans une salle comble. Faut-il revenir sur l'immunité juridique du chef de l'État? La question est relancée. L'avis dans ce journal du constitutionnaliste Dominique Chagnolot. La bourse de Paris plonge sous les 3000 points, plombée par une nouvelle dérobade des valeurs bancaires. Fort recul également à Londres, Madrid, Milan et Francfort. Explication à suivre de Philippe Wechter, chef économiste chez Natixis. L'enjeu électoral de la fin septembre, les sénatoriales. Un combat féroce s'amorce, nous dira Suzette Bloch, qui publie ce livre, La bataille du Sénat. Celui-ci peut-il basculer à gauche et provoquer un big band à quelques mois de la présidentielle, évidemment. Absent pour cause d'absence répétée qui ne lui permettent pas de faire appel à ses mémoires. La demande de dispense à comparaître a été confirmée par les avocats de Jacques Chirac. Le parquet va dans leur sens, mais c'est au président de la 11e chambre correctionnelle de prendre une décision. Elle sera connue ce soir. Actuellement, le tribunal s'est retiré justement pour délibérer. 8 autres prévenus comparaissent et certains d'espérer un renvoi général, ce qui rendrait illusoire tout jugement dans cette affaire. Des emplois présumés fictifs de la ville de Paris en suspens depuis maintenant une quinzaine d'années. Marie Brémaud. Depuis l'ouverture d'une instruction en 1994 sur des suspicions de corruption à l'office HLM de Paris, la question de la tenue d'un procès reviendra sans cesse. Car Jacques Chirac, durant près de 20 ans, va jouer au chat et à la souris avec la justice. En 1999, il échappe aux juridictions ordinaires, le Conseil constitutionnel décidant que seule la Haute Cour de justice peut traduire le désormais président de la République. En 2001, la Cour de cassation va plus loin et offre à l'ancien maire de Paris une inéligibilité totale. La haute juridiction estime qu'un chef de l'État ne peut ni être entendu comme témoin, ni être mis en examen dans l'exercice de ses fonctions. En 2007, Jacques Chirac quitte l'Élysée et redevient un justiciable ordinaire, mais ses avocats vont tout tenter pour faire reculer l'échéance. Nouveau rebondissement en 2010. À la suite d'un accord d'indemnisation conclu avec l'UMP, la ville de Paris renonce à se porter partie civile. Dernière tentative d'ajournement en mars 2011 et soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Mais le rejet de cette dernière permet de reprogrammer le débat. C'est finalement la maladie qui empêche aujourd'hui Jacques Chirac, 79 ans, d'être présent face au juge. Le procès des emplois fictifs s'ouvre donc sans le principal intéressé. Et la décision du président Pau, le président du tribunal correctionnel, vient de tomber. Jacques Chirac sera bien jugé, mais donc en son absence. On rappelle que l'ancien chef de l'État encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Amende avec sursis pour Olivier Besancenot et les 10 postiers qui avaient séquestré des cadres de l'entreprise publique à Nanterre. Ça s'est passé en mai 2010. Une action uniquement syndicale s'est indigné l'ancien porte-parole du NPA, pour qui une occupation ne doit pas être confondue avec une séquestration. Laisser Dominique Strauss-Kahn et sa famille ainsi que les riverains de la place des Vosges tranquilles, la conseillère en communication de l'ancien directeur général du FMI est venue tout à l'heure au devant de la presse pour lui donner rendez-vous. En fait, dans 15 jours, Dominique Strauss-Kahn devrait alors faire un 20h. Margot Brio. Sortira pas. Devant l'appartement de Dominique Strauss-Kahn au 13 place des Vosges, une trentaine de journalistes. Ils attendent depuis ce matin une éventuelle apparition de DSK, en vain. Laissez-le respirer, c'était aujourd'hui le message de son entourage. Ce serait vraiment sympa que vous puissiez les laisser tranquilles et les laisser circuler comme bon leur semble, voir leur famille, voir leurs enfants, voir leurs amis. Celui qui a été condamné 4 mois au silence compte bien se faire entendre, mais pas tout de suite. Un entretien télévisé est prévu d'ici 15 jours, probablement le 20h d'une grande chaîne. L'objectif, reconquérir l'opinion publique. Mais cette première intervention pourrait être une erreur stratégique. Il eût mieux valu une communication discrète et par ailleurs semblant remettre le politique avant la personne, c'est-à-dire sans doute devoir la faire après la primaire du Parti socialiste, de sorte que Dominique Strauss-Kahn n'apparaisse pas comme sans cesse celui qui vient perturber l'agenda politique de la gauche.
À gauche, en effet, l'omniprésence médiatique de DSK embarrasse et agace. Je trouve que c'est beaucoup. Pas question donc de faire de l'ombre aux primaires socialistes, pas question non plus de s'étendre sur ce qui s'est passé dans la suite du Sofitel. Le premier grand oral de DSK sera certainement un exercice difficile. Je vous le disais dans les titres, la bourse de Paris a terminé sous les 3000 points, en recul de 4,73%. Un mouvement de recul identique et aussi brutal a été enregistré aujourd'hui sur bien d'autres places boursières européennes, Londres, Madrid, Milan ou encore Francfort. Bonsoir Philippe Wechter. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez Natixis. Ce sont à nouveau les banques qui entraînent la bourse dans sa chute. Mais là, on est passé donc, je le disais, sous les 3000 points à Paris. C'est un seuil psychologique sous lesquels on n'était pas descendu depuis 2 ans maintenant. Exactement. Donc on est sur un mouvement de repli. Alors effectivement, il y a les banques liées à la fois à la plainte qu'il y a eu aux États-Unis sur le secteur bancaire. Qui vise pour la France la Société Générale. Oui. Il y a aussi des grandes interrogations sur la résolution des dettes souveraines. À nouveau, on a des interrogations sur la Grèce et on a une échéance très importante vendredi prochain. Des interrogations sur l'Italie. On a vu les taux italiens remonter très fortement. Et puis aussi, on a des statistiques macroéconomiques qui traduisent une inflexion majeure et probablement durable de l'activité. Quand vous écoute, le mal vient de partout. Le mal est assez général. Oui, il n'y a pas un facteur que l'on peut isoler. On l'a vu vendredi dernier avec les chiffres de l'emploi américain qui étaient beaucoup plus décevants que ce qui était attendu. On a ces interrogations sur la dette européenne. Comment on va gérer cette question-là? Et les investisseurs se posent la question de savoir comment, à un moment donné, tout cela va reprendre de l'ordre. Et pour l'instant, il n'y a pas d'éléments de solution dans ce qui est pourtant, observé. les chefs d'État et de gouvernement européens, dès cet été, avaient apporté des solutions. Elles ne suffisent pas, donc. Ils avaient apporté des solutions, certes, mais des solutions qui, aujourd'hui, sont fragilisées. Fragilisées parce que on voit bien que le processus de restructuration de la dette grecque prend un peu de retard. On voit que les engagements qui avaient été pris, par exemple, en Italie sur la politique budgétaire, ces engagements ne sont pas tenus. On voit qu'Angela Merkel, en Allemagne, est politiquement un peu fragilisée. Oui. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, il y avait un cadre qui avait été défini à la fois le 21 juillet et puis le 16 août, lors de la réunion entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Mais on sent bien aussi que tenir le cap est aussi très, très compliqué. Alors, est-ce qu'il faut franchir un nouveau cap, justement? Est-ce qu'il faut une nouvelle action des responsables politiques? Vous avez cité, bien sûr, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy. On avait évoqué une étape suivante, c'est-à-dire le lancement d'obligations européennes pour calmer les marchés. Alors, clairement, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont écarté ce point pour une raison simple, c'est que ces obligations européennes, qui devaient représenter la dette publique européenne, auraient dû être gérées par une sorte d'organisme à côté de la Banque Centrale Européenne. Or, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, le 16 août, ont dit à côté de la Banque Centrale Européenne, il y aura les États. Les États allemands, français, italiens, etc. Donc on n'est pas dans la même configuration et donc la notion d'eurobonds n'a pas tout à fait la même notion. En tous les cas, il y a eu un débat ces derniers jours sur la solidité des banques européennes, et notamment françaises, entre Christine Lagarde, qui a lancé une nouvelle alerte, et puis par exemple Laurence Parisot en France. Bon, on s'aperçoit que c'est la directrice générale du FMI qui a raison. Il y a deux choses sur les problématiques bancaires. On voit bien ce qu'a dit Christine Lagarde sur une problématique de long terme, oui. Comment soutenir et solidifier le système bancaire. Et puis il y a les problématiques de court terme qu'on voit au quotidien sur les marchés, des problèmes de liquidité qui peuvent exister. Ces deux phénomènes coexistent et donc en fonction de l'actualité, l'un est mis en avant par rapport à l'autre, mais on sent bien que ce sont deux sources d'intérêt, d'interrogation sur les systèmes bancaires. Et d'accord, et on reste dans le cauchemar en attendant. Merci Philippe Wechter d'avoir été avec nous ce soir. Une formule qui passe mal, qualifiée sur publicsénat.fr de coréen national par l'UMP Alain Marlex, le responsable écologiste Jean-Vincent Placé, candidat au sénatorial dans l'Essonne, rappelle qu'il est français depuis 34 ans et uniquement français. D'ailleurs, il va porter plainte demain matin.
on n'essaie pas de faire une polémique politicienne. C'est qu'on est arrivé aujourd'hui quand même à un moment où peut-être d'ailleurs que quelque part c'est le chef qui montre l'exemple, le discours de Grenoble, et puis après c'est les propos sur les Auvergnats, c'est le débat invraisemblable sur la binationalité porté par cette espèce d'extrême droite pseudo-populaire de M. Lucas, les propos indignes de M. Fillon par rapport à Mme Joly sur cette dame, elle ne connaît pas bien les traditions de la France. Enfin, on est où? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour être français? Et Cécile Duflot annonce ce soir qu'elle demande à Jean-François Copé de prendre des sanctions. Jean-François Copé qui dès hier disait regretter les propos maladroits du responsable des élections à l'UMP, M. Marlex. On n'oublie pas que c'était aujourd'hui la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves, de la maternelle au lycée. Les effets des suppressions de postes se font de plus en plus sentir, mais le ministre Luc Châtel a voulu rassurer les parents. La gauche dénonce de son côté la situation et promet, comme Martine Aubry à Lille, que la rentrée prochaine se passera différemment si nous gagnons les élections, dit-elle. François Hollande, de son côté, dit vouloir arrêter l'hémorragie des postes. À suivre, faut-il supprimer ou du moins réformer l'immunité juridique du chef de l'État ? L'absence de Jacques Chirac à son procès, qui se déroulera donc sans lui, on en a eu la confirmation tout à l'heure de la part du président du tribunal correctionnel. Cette absence pose des questions sur le sort judiciaire que connaîtra l'affaire dite des emplois fictifs de la mairie, mais elle relance également les interrogations politiques sur le statut pénal du chef de l'État. Des voix s'élèvent, surtout à gauche, mais pas seulement, pour contester l'actuel dispositif institutionnel. Bérangère Dinglat. Aujourd'hui, pour être jugé en fonction, le président de la République doit avoir fait preuve de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Un motif plutôt large et flou apparu après la révision constitutionnelle de 2007. En dehors de cela, le président de la République jouit d'une immunité totale jusqu'à la fin de son mandat. Avant 2007, seule la haute trahison pouvait amener la haute cour à destituer le chef de l'État. C'est pour mettre fin à cette situation ambiguë et éviter à Jacques Chirac une convocation devant le juge qu'a eu lieu cette réforme du statut. Le procès Chirac, en l'absence de l'intéressé, montre les limites de la législation actuelle. Il faut aussi revenir sur tous les statuts du président de la République en France, c'est-à-dire sa irresponsabilité, les faits que sa responsabilité ne peut pas être mise en cause par l'Assemblée nationale, par exemple. Même à droite, Patrick Devedjian, avocat de Jacques Chirac pendant 20 ans, reconnaît aujourd'hui que la modification constitutionnelle de 2007 n'était peut-être pas une si bonne chose. Ça fait réfléchir aussi sur le dispositif institutionnel qu'on avait établi et qui est inopérant. Mais si des voix s'élèvent pour revenir sur cette immunité, on n'envisage pas pour autant de faire du président un justiciable comme un autre. Il doit y avoir bien sûr une commission qui filtre. On ne peut pas considérer que le chef de l'État puisse être atteint par toute procédure venant de n'importe quel plaideur. Avec le début du procès Chirac, le statut du chef de l'État pourrait bien devenir un des sujets de la prochaine campagne présidentielle. Voilà, et nous avons la chance d'avoir avec nous un grand spécialiste constitutionnaliste, évidemment, Dominique Chagnolot. Bonsoir, merci d'être avec nous. La justice peut-elle attendre 15 ans pour des faits reprochés au président de la République du temps où il ne l'était pas encore ? Écoutez, c'est un vrai débat, mais il faut savoir d'abord que la révision constitutionnelle de 2007 a été votée assez précipitamment sous l'impulsion de Jacques Chirac, avec l'accord de la droite, mais aussi des socialistes, il faut vraiment, en tout cas des députés socialistes, je me souviens bien, à l'exception de deux personnalités de droite et de gauche, j'en ai un très bon souvenir, d'Édouard Balladur et de Robert Badinter, qui considéraient qu'on donnait au président de la République un statut sur mesure. C'est pas la question de Jacques Chirac qui est en cause, c'est la question constitutionnelle, bien entendu. Oui. Un statut pénal qui est assez original, puisque le président est intouchable, ce qui est assez naturel pendant son mandat, ou ce qui peut être discuté. Et assez répandu dans les démocraties. Il faut le dire. Ça dépend lesquels, oui, mais enfin, on peut globalement. Dire, globalement, c'est vrai. Globalement, c'est vrai. Mais en lui donnant surtout aussi une immunité civile, ce qui fait que le président de la République aujourd'hui ne peut pas divorcer que par consentement mutuel. C'est ce qui s'est passé. Oui, ce qui est quand même une situation par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, ne serait-ce que ça, la France pourrait être condamnée très facilement en cas de difficulté. Donc c'est une situation un peu particulière. Ce statut est quand même un peu particulier. D'accord, on va essayer de s'interroger. Est-ce qu'il y a des solutions ? Car il y a effectivement, vous le confirmez, une part d'absurdité dans ce dispositif. Parce que par exemple, là aujourd'hui, on juge Jacques Chirac, mais qui n'est plus le même homme qu'il y a 15 ans, qui n'est plus en état de répondre. Et puis
Et puis l'affaire est ancienne. Oui, alors la grande distinction qu'on fait en la matière, ce sont les actes dits rattachables à la fonction. Là, il faut évidemment absolument que le président de la République soit hors de cause, parce qu'on n'en sort plus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il serait bombardé de plaintes. Voilà, exactement. Tous les citoyens auraient quelque chose à dire. Donc ça, c'est la responsabilité du Parlement. Et puis, pour les actes détachables, c'est-à-dire quelqu'un qui commet un délit pénal pendant son mandat ou avant son mandat, on pourrait imaginer une formule de filtre. Après tout, le Premier ministre en France, y compris d'ailleurs en période de cohabitation, qui ne se produira peut-être plus maintenant, n'est pas protégé pénalement. Le Premier ministre peut se retrouver pour des actes rattachables à la fonction demain matin devant un juge pénal. Donc pourquoi on ne pourrait pas appliquer la même règle au chef de l'État? Est-ce qu'on peut donc supprimer cette immunité juridique du chef de l'État? La supprimer, c'est une folie, parce que c'est, à mon avis, mettre le président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs, sous les coups de tous les montages possibles. Vous voyez bien d'ailleurs toutes les affaires qu'il y a eu dans les mois ou les années passées, de différentes natures d'ailleurs, de plaintes qu'on peut imaginer. Mais entre l'immunité pénale totale et puis une immunité pour les actes rattachables, on pourrait imaginer un filtre par la Cour de cassation, que sais-je. Une commission spéciale. En tout cas, voilà, peut-être. Admettons. Comme la Haute Cour, par exemple, pour les ministres, vous voulez dire une instance de cette nature. Mais à la limite, qu'on ne touche pas le statut pénal, mais le statut civil, c'est quand même assez incroyable quand même. C'est un statut qui est digne de la reine d'Angleterre. J'ai rien contre la reine d'Angleterre, j'ai beaucoup de respect pour la monarchie britannique. Mais enfin, un système pareil dans lequel on se trouve en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme, parce que le président de la République, contre son gré, M. Sarkozy n'est pour rien, pour divorcer, doit avoir le consentement mutuel, ne peut pas être poursuivi civilement, il faut attendre la fin de son mandat, c'est absurde. Vous voyez, là on a atteint quand même, je trouve, dans cette réforme qui a été votée en catastrophe, un certain degré d'absurdité. Voilà. Alors vous en avez entendu les critiques, et même les perspectives de réforme qui sont évoquées par Eva Joly, par François Hollande. Est-ce que c'est un enjeu politique pour vous? Non. Pour les Français? Sincèrement, non. Le statut a été voté en grande partie à cause des difficultés qu'avait rencontrées le président de la République. La longueur du procès, elle est liée à la lenteur de la justice, qui est aussi parfois une bonne chose. Qui touche également les justiciables ordinaires. Tout à fait, souvent. Exactement. Et puis le point, à mon avis, qui me semble important, qu'on ne voit pas toujours, c'est la question de la prescription. C'est-à-dire que cette réforme, elle a été faite et elle a été modifiée en suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, dans le sens que les faits ne soient pas prescrits. C'est ça qui me paraît essentiel. Que le président se jugeait trop tard, c'est vrai. Bon, évidemment, s'il faisait 2 mandats de 7 ans, vous imaginez, bon, là, du 26, 2 fois 5 ans. Mais le fait que les faits ne soient pas prescrits, c'est ça qui donne en démocratie la garantie que les citoyens sont égaux devant la loi, y compris le président de la République, après la fin de son mandat. Très bien, merci beaucoup pour ces explications, Dominique Chagnaud. Vous restez avec nous parce que nous allons parler tout de suite des sénatoriales. C'est le grand enjeu du mois de septembre, vous le savez. La bataille est engagée, donc comme le raconte Suzette Bloch, qui s'y présente sur ce plateau, et Françoise Carriès dans ce livre, La bataille du Sénat, chez Robert Laffont. Droite et gauche redoutent ou espèrent une alternance politique à l'issue du scrutin du 25 de ce mois. Chaque siège comptera pour définir la majorité du Sénat, d'où des crispations provoquées par des listes dissidentes. Et l'exemple le plus emblématique, qui est d'ailleurs relancé depuis quelques heures, c'est Paris. Flora Sauvage. Bonne nouvelle pour Chantal Joanneau, tête de liste UMP pour les sénatoriales à Paris. Le maire UMP du 1er arrondissement de la capitale, Jean-François Legaret, qui soutenait la liste dissidente de Pierre Charon, est rentré dans le rang. Il fallait éviter le pire pour que la droite parisienne ne perde pas de siège au sénatorial le 25 septembre. Il faut faire preuve de responsabilité. Je crois que tout le monde a compris que la majorité sénatoriale risque de se jouer à très peu de voix. Donc je crois qu'il faut faire abstraction de toute aventure personnelle. Avec 2 listes de la majorité présidentielle et une liste centriste, la droite à Paris est plus que divisée à 3 semaines du scrutin. Un scrutin sénatorial qui devrait être très serré. On a aujourd'hui rassemblé encore un peu plus notre famille, puisqu'on a Jean-François Legaret qui vous a rejoint. Voilà, qui tire un grand coup de chapeau, parce que c'est le sens de la responsabilité. On sait qu'à Paris, on a vu l'histoire de Paris, on la connaît. La division, ça ne mène à rien et ça mène en général, malheureusement, à faire reculer la droite. Ce qui est en cause, c'est la candidature dissidente de Pierre Charon, ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy, qui devrait déposer sa liste demain. Pour ses partisans, la multiplication des listes à droite ne devrait pas nuire à l'UMP, bien au contraire. Avoir 2 ou 3 listes qui relèvent d'un même camp, ce n'est pas gênant. Au contraire, une liste supplémentaire peut permettre effectivement de mobiliser davantage de grands électeurs qui ne se reconnaissent pas
dans la liste dite officielle. Car sur les 12 sièges de sénateurs à Paris, l'UMP espère conserver ses 4 sièges, malgré les divisions au sein de la droite parisienne. Suzette Bloch donc est avec nous, journaliste à l'AFP qui connaît très très bien le Sénat. Vous signez cet ouvrage à la fois pédagogique et très politique. Hein. On va y revenir, la bataille du Sénat. D'abord, est-ce que vous avez un pronostic? Ça va se jouer à quelques voix, dit-on. Non, je reste prudente. Oui. Je suis journaliste, donc je ne fais pas de pronostic, d'autant plus que ce sera vraiment serré. D'accord. Plus serré que ça aura jamais été. D'accord. Et la gauche, petit à petit, a grignoté des sièges, et l'écart, au fur et à mesure des élections, s'est amenuisé. Il est maintenant assez étroit, et tout montre que l'enjeu est important et que la gauche peut gagner le Sénat. Oui. Alors, pour la première fois, la possibilité de faire basculer le Sénat. Oui, oui. Il faut rappeler que le Sénat donc, est censé être la chambre représentant les collectivités locales. Oui, vous l'avez rappelé, c'est la gauche qui a remporté toutes ces élections depuis des années. Donc, logiquement, la gauche devrait l'emporter, mais ce n'est pas aussi simple ni aussi logique. Non, ce n'est pas aussi simple parce que c'est un corps électoral, un scrutin très particulier que personne ne connaît vraiment. Et c'est pour ça que nous avons écrit ce livre, pour essayer de faire partager un peu ce monde et de faire comprendre. Et c'est un scrutin où les petites communes rurales sont surreprésentées, ce qui explique que la gauche, malgré le fait qu'elle soit majoritaire dans les collectivités locales, n'est pas encore gagnée le Sénat. Parce que dans les petites communes qui sont surreprésentées dans le collège électoral des grands électeurs, effectivement, on ne sait pas très bien s'ils sont de droite ou de gauche parfois. Voilà. Et puis un exemple, Rochefourchat dans la Drôme ne possède qu'un seul habitant et 6 résidences secondaires. Oui. Et pourtant, cette commune a un grand électeur. Donc on voit le background. Oui. Et puis c'est une élection où l'ancrage local et la personnalité du candidat comptent pratiquement plus que l'étiquette. Oui. Vous parlez d'ailleurs de campagne à l'ancienne, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on se réunit surtout autour d'un verre ou dans les restaurants. Oui, enfin, c'est plutôt, disons que c'est plutôt les grands électeurs sont des élus locaux. Donc, chaque inauguration, chaque coupure de ruban, chaque bal de pompiers, chaque fête populaire est importante pour le sénateur. C'est son terrain, c'est sa campagne. Dominique Chagnolot. Oui, tout à fait. La surreprésentation des communes rurales, vous avez raison, elle est patente, mais elle a un sens politique au sens large du mot, c'est l'équilibre des territoires. Oui. C'est ce que plaide le président du Sénat, M. Larcher. Je pense qu'il a pas tort, parce qu'après on peut discuter sur c'est un calcul très chinois, on n'en est quand même pas à la Chambre des Lords du XVIIIe siècle, avant 1742, où il y avait un bourg pourri de, je sais plus, près de Southampton, où il y avait un électeur et un député. Donc, mais c'est vrai que cette dimension de l'équilibre démographique et de l'équilibre des territoires, les deux doivent être conciliés. Et c'est important que les communes rurales soient représentées. On le voit d'ailleurs, y compris même on l'a vu en tout cas longtemps pour les députés, puisque pendant très longtemps la tradition républicaine, c'est 2 députés pour un département. Donc il y a cet aspect-là. Puis après, il y a les clivages politiques. Peut-être que la majorité sénatoriale aujourd'hui, qui est plus diverse, a pâti dans le passé, je pense, de vouloir copier l'Assemblée nationale. Je crois que ça a été la grande erreur, peut-être de Jacques Chirac ou de je ne sais qui, c'est de vouloir cliver l'Assemblée nationale comme le Sénat et le Sénat comme l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, Suzette raconte justement qu'il y a des points de consensus très importants au Sénat. On en dira un mot pour conclure. En tous les cas, la campagne actuellement est féroce, vous le racontez, Suzette, et vous dites qu'en cas d'alternance, ce serait un big bang. Oui, c'est vrai qu'on serait près de la présidentielle, évidemment. Oui, le président Larcher lui-même dit que ce serait sismique. Une défaite serait sismique. Parce que ce serait d'abord la première fois, ce serait un changement historique, puisque depuis le début de la Ve République, la gauche le Sénat a toujours été à droite. Et puis, à 7 mois de la présidentielle, ce serait un signal très mauvais pour Nicolas Sarkozy. Il a été au centre et à droite, mais il n'a jamais été à gauche. Sauf peut-être qu'il a été sous Vatel-Crouchot, etc. Mais il a été à droite véritablement depuis Giscard d'Estaing, et je dirais encore plus dans les années 80-90. Avant, la vocation du Sénat, c'est qu'il y ait des majorités de consensus, des majorités d'idées. Dès qu'on essaie d'appliquer des clivages, on crée une situation, comme vous le dites, très justement explosive. En tous les cas, le duel qui se dessine, le duel droite-gauche, il oppose particulièrement Gérard Larcher, bien sûr, il se montre confiant, même s'il craint
une réplique sismique dans l'Assemblée qu'il préside aujourd'hui. Et donc en face, le socialiste Jean-Pierre Bel, qui se voit donc président à sa place. Et vous les présentez tous les deux, Suzette Bloch. Vous faites une comparaison amusante. Vous dites que Gérard Larcher vous fait penser à Philippe Noiret et Jean-Pierre Bel à Kevin Spacey. Oui, je dirais que c'est le seul point commun avec la bonhomie, une certaine bonhomie, que les deux candidats au plateau, ce qu'on appelle la présidence du Sénat, les futurs candidats, parce que tout les différencie. Gérard Larcher, bon, on le connaît, rond, toujours en mouvement, jovial, protestant, et de l'autre, Jean-Pierre Bel, un homme qui aime marcher, un homme de l'Ariège, qui aime les fruits de mer, qui fait attention à sa ligne, et qui est un athée convaincu. Ça, c'est la superficie. Et puis, Gérard Larcher a un curriculum vitae assez fourni, et Jean-Pierre Bel est totalement inconnu. Et alors, j'ai lu une phrase terrible dans votre livre. Alors, Martine Aubry vous a fait des confidences. Elle n'a pas une bonne image de Jean-Pierre Bel. Hein. Mais ça, c'est politique. C'est politique. Elle dit qu'il n'a pas de charisme, je vous cite. Je la cite. Oui, disons que c'est politique. C'est une attaque politique parce que Jean-Pierre Bel est un partisan de François Hollande. Ah, d'accord. Ceci expliquant cela. Alors, la limitation du cumul des mandats aussi, je pense. Ah oui, il y a eu un gros bras de fer, effectivement, entre le groupe socialiste ici au Sénat et puis Martine Aubry sur la limitation du cumul des mandats. Alors, on a vu qu'il y avait une liste dissidente qui faisait beaucoup parler d'elle à Paris, mais elle n'est pas le seul. Et puis, les listes dissidentes concernent également la gauche. Et on voit ça tout de suite avec Élise Ecardi. À l'UMP, on sera très attentif à ce qui va se passer en région parisienne, à commencer par Paris, où Chantal Joanneau affronte Pierre Charon. Dans les Hauts-de-Seine, département fortement ancré à droite, comme aux dernières sénatoriales, l'UMP se déchire à nouveau. Roger Carucci, qui a obtenu l'investiture, se retrouvera face à Jacques Gauthier, sénateur sortant, qui n'a pas trouvé sa place sur la liste officielle, et Joël Tchekaldie-Reynaud, qui fait aussi une liste de son côté. Dans l'Essonne, la division menace à droite, mais aussi à gauche, où Jean-Vincent Placé, tête d'une liste Europe Écologie Les Verts PS, aura une dissidence socialiste, Michel Berson, et une dissidence du parti de gauche. À l'UMP, Serge Dassault, 86 ans, qui se représente, ne devrait avoir pas moins de 3 listes dissidentes en face de lui, dont celle de Laurent Béteille, lui aussi sénateur sortant. Enfin, dans l'Isère, Bernard Sauger, le candidat UMP, devra lui aussi sans doute faire face à 3 listes dissidentes de son bord politique. De quoi rendre très optimiste André Valigny, la tête de liste socialiste. Voilà, donc il y a quand même des têtes d'affiche qui pourraient faire leur entrée au Sénat à la fin du mois. Suzette Bloch, alors au-delà de cette bataille féroce pour le contrôle du Sénat, vous évoquez donc un climat plutôt consensuel et puis donc ces fameux combats partagés, par exemple, pour les libertés publiques. Oui, n'oublions pas, pour revenir avant, à l'arrivée des écologistes au Sénat. Qui ont bien négocié avec le PS. Qui ont bien négocié avec le PS et qui probablement auront de quoi faire un groupe. Et ça amènera probablement un petit vent très différent dans le Sénat. Alors pour, le Sénat... Déjà aujourd'hui, grand changement, personne ne remet en cause le bicamérisme, ni l'existence du Sénat, particulièrement à gauche. Peut-être un peu le parti. Aujourd'hui, la gauche qui espère évidemment remporter une victoire. Voilà. Le parti de gauche. D'un mot pour conclure. Et depuis quelques années, le Sénat a gagné ses lettres de noblesse, particulièrement dans la défense des libertés publiques, dans lequel il est toujours d'une vigilance scrupuleuse. Vous confirmez? Il a renoué avec sa tradition. Ça a toujours été ça, mais il a renoué avec une tradition qui s'était un peu éloignée il y a une dizaine d'années. Voilà, donc ce sont les grands sujets de consensus derrière cette bataille féroce que vous racontez en faisant œuvre également de pédagogie, Suzette Bloch, donc la bataille du Sénat chez Robert Laffont. Merci. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Pas de 19h demain car la chaîne parlementaire vous proposera de suivre les débats à l'Assemblée nationale sur les économies budgétaires, le plan du gouvernement très débattu. Je vous retrouve à 22h30 demain pour la rentrée de Preuve par 3 avec François Bayrou. Tout de suite sur LCP, Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir.
comment les Américains entretiennent-ils le souvenir du 11 septembre 2001 ? 10 ans après, des survivants et des proches des victimes se relaient pour guider les touristes du monde entier autour de Ground Zéro. Des visites chargées d'émotions. Memoryland, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Le 25 septembre, la moitié des sénateurs sera renouvelée. Dès à présent, découvrez sur Public Sénat le fonctionnement de l'élection, les coulisses de la campagne et le rôle du Sénat. Avec de nouveaux rendez-vous, un journal des sénatoriales tous les mardis, des modules pédagogiques, des reportages, des débats. Les élections sénatoriales, c'est sur Public Sénat et sur publicsénat.fr.